Oui, d'abord, toutes mes excuses de ne pas être parmi vous, mais bon, j'avais compris que c'était un webinaire à distance et j'ai essayé de m'organiser. Alors, j'ai pas du tout suivi ce que vous m'avez dit sur un point. C'est que pour moi, l'histoire ne démarre pas avec le Swiss Statement, la vie suisse. Sur le plan scientifique, pour moi, c'est bien antérieur à ça. Donc, c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Donc, voilà les différentes institutions où je suis. Je suis vice-président de la Société française de lutte contre le sida, entre autres. Mes liens d'intérêt qui ne sont pas conflits sont avec le laboratoire du VIH et les laboratoires de l'hépatite C, plus les génériqueurs et Majorel, qui, comme vous le savez, est une marque de préservatifs remboursée à 60%. Euh, Juste un mot, parce que c'est vrai que on a toujours un problème à isoler dans le débat les outils préventifs sur le plan scientifique, puisque précisément, c'est des outils qui sont faits pour se combiner. Et le TASP ne s'oppose pas à la PrEP ne s'oppose pas au préservatif, etc. Donc j'ai l'habitude de montrer un peu cette diapositive d'une prévention combinable, même s'il y a des outils qui sont moins disponibles que d'autres, et surtout justement pour ne pas opposer, et puis pour montrer qu'il y a quand même des niveaux de protection. Alors pour le traitement comme outil de prévention, que j'appelle moi le TASP, ou on peut l'appeler U égale U ou I égale I, bon, tout ça tourne autour du même sujet. C'est un des outils, mais probablement un des outils parmi les plus efficaces. On ne va pas faire un classement, ce n'est pas le sujet. Alors justement, vous m'avez demandé de remettre ça dans le débat scientifique. Alors je suis retourné dans mes archives et j'ai cherché où on pouvait trouver la trace de ce concept qui permet à la fois aux personnes atteintes d'avoir une sexualité plus libérée. Elle permet aussi aux couples hétérosexuels de faire des enfants dans des conditions qui se rapprochent des couples où il n'y en a pas un qui est sérodiscordant, comme on dit. Et j'ai voulu trouver les traces. Et en fait, pour moi, la trace, elle est antérieure, c'est-à-dire que on a fait du TAS, du traitement comme outil de prévention et de la PrEP finalement dans la prévention de la transmission mère-enfant, c'est-à-dire que le début de la preuve de l'efficacité de cet outil je figure dans cette diapositive que je n'ai pas faite, mais qui reprend les différents éléments de protection de la transmission mère-enfant, et on est déjà dans le concept, c'est-à-dire en gros donner un traitement qui protège de la transmission, là en l'occurrence c'est la transmission euh, materno-fétale, et après effectivement on est dans le concept PrEP ou traitement post-exposition, et donc finalement tout était déjà là, c'est juste qu'on a mis des mots sur des concepts qui étaient déjà prouvés dans leur efficacité de la transmission fœto-maternelle. Alors pour vraiment remonter au J0 du traitement, de la charge virale en tout cas comme outil de prévention, là on n'est pas dans le traitement, on est dans la charge virale. Le fait d'être indétectable ou avec une charge virale à l'époque en dessous de 400 copies, parce qu'à l'époque les tests on est en 2000, et je me souviens avoir présenté cette diapositive que j'ai refaite là pour l'occasion. Je me rappelle, on plaisantait beaucoup à l'époque parce que c'était sous Sarkozy et qu'on plaisantait beaucoup sur l'utilisation du mot Rakai. Alors, chaque fois, il fallait expliquer que c'était une province d'Ouganda qui est accrochée là au bas sur le lac Victoria. Et cette étude qui était menée sur des couples hétéros, différents, sérodiscordants, en l'occurrence 415 couples, et la première finalement à ouvrir une porte au lien entre une charge virale basse, voire indétectable, et l'absence de transmission, que ça soit dans le sens homme-femme ou que ça soit dans le sens femme-homme, comme vous le voyez ici, puisque si vous regardez bien les petits plots, vous voyez qu'en dessous de 400, ben, il n'y a pas de transmission dans ces couples qui sont en plus sans traitement. Donc, on est déjà oui, l'institutionnalisation de ce concept que la charge virale indétectable est un outil de prévention. Alors évidemment, on est d'autant plus indétectable qu'on est sous traitement, mais effectivement, il y a quelques personnes qui sont indétectables sans traitement. Alors, bien sûr, là, on en arrive à ce que vous aviez mis dans le titre que vous m'avez proposé, le fameux avis suisse. Et peut-être on aura un débat tout à l'heure sur le fait que les mentalités n'ont pas beaucoup bougé. Et moi, je pense que les médecins ont une responsabilité là-dedans, suite à la façon dont ils ont expliqué la vie suisse. Et il y a eu autant probablement d'explications de la vie suisse. Alors, je rappelle ce que c'était que le Swiss Statement. C'était quelque chose de très courageux de la part de Pietro Vernazza, Bernard Hirschel et tout ça, donc, qui était une saisie de la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida, donc l'instance suisse, et qui a dit, donc le texte est devant vous, qui a dit qu'après avoir pris des avis et a émis cet avis, qu'une personne séropositive ne souffrant d'aucune autre maladie sexuellement transmissible et suivant un traitement antirétroviral avec une virémie
entièrement supprimé, bon, c'est le terme qu'ils ont utilisé, ne transmettaient pas le virus par le biais de contacts sexuels. Toute la problématique de la vie suisse, ça a été de le mettre en application dans la réalité clinique, c'est-à-dire passer de la science à la mise en application pratique de la science au discours quotidien et au discours vis-à-vis des personnes atteintes et de leurs partenaires. Parce qu'il y avait des conditions suspensives, si l'on peut dire. C'est-à-dire que cette affirmation dans la vie suisse devait associer que la personne séropositive soit observante, c'est vrai, que la charge virale se situe en dessous du seuil de détection depuis au moins 6 mois, et que la personne séropositive ne soit pas atteinte d'une autre infection sexuellement transmissible. Et on va voir que la science va faire voler notamment cette dernière étape. La question des 6 mois n'a pas été tranchée scientifiquement, ça repose sur peu de choses. Mais c'est vrai qu'on attend les prochaines recommandations pour savoir à partir de quand on peut dire à quelqu'un qui a commencé un traitement antirétroviral et qui a sa charge virale qui peut être indétectable au bout de 6 semaines, voire moins, avec les inhibiteurs d'intégrase. Et je pense que les recommandations seront intéressantes à suivre sur ce point des 6 mois. Donc la vie suisse, voilà, je suis déjà dans le débat, mais la vie suisse, il a été compliqué. Et je pense que les médecins, dont j'ai été probablement à une période, n'arrêtaient pas de mettre des si et des bémols au fait que les gens qui étaient en charge virale contrôlée étaient non transmetteurs. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous êtes non transmetteur, si. Et en fait, l'expérience, bon, bien sûr, ça a été... pour ma part, je n'ai pas d'études qui confirment ce que je viens de vous dire, mais je pense que ça a été très important dans la construction du TASP, dans la société. Je ne pense pas qu'il y ait une taspophobie comme il y a une prépophobie qu'on a vu récemment, mais il y a un scepticisme sur le U égale U, et les gens ont peur que ce ne soit pas solidement ancré. Alors après, il y a eu d'autres études, il y a eu plusieurs études. Ici, bon, je suis désolé, il y a normalement une petite animation, mais qui a échappé. Il y a juste le bandeau, c'est une méta-analyse qui est sortie en 2009, donc on avance progressivement, et en 2009, ces méta-analyses qui concernaient les charges virales inférieures à 400, on était à l'époque avec ce seuil-là, montraient que, comme vous le voyez, dans ces études, il y a 0 transmission à partir du moment où la charge virale est en dessous du seuil de détection, même si la question de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire combien finalement vous pouvez avoir, on va y revenir tout à l'heure, de rapports pour qu'il y ait une contamination malgré cette charge virale indétectable, est extrêmement élevé. Vous verrez tout à l'heure la traduction des mots beaucoup plus simples. Et ces premières études, donc c'est des études assez anciennes, qui sont antérieures à 2009, montraient que l'utilisation du traitement était compatible avec une réduction de 94%, 84% pardon, du risque de transmission, mais on est en 2009, avec les molécules de l'époque. Une étude qui a encore plus fait avancer le sujet, on arrive en 2011, c'est un essai qui n'était pas designé pour ça, mais qui concernait des couples hétéro-sérodiscordants, hommes-femmes, et l'HPTN 052, qui comparait les taux de transmission dans ceux qui étaient mis sous traitement immédiatement et ceux qui étaient mis au traitement différé. Et ça, c'est une étude qui a fait énormément avancer les choses, puisque là, on était encore avec 96% de réduction du risque, cette fois-ci, de transmission dans le groupe qui avait le traitement immédiat par rapport à ceux pour lesquels on attendait, évidemment, tout ça à comportement égal. Et puis, ce qui va enfoncer totalement le clou, c'est les études, parce qu'il y en a 2 partenaires auxquels certains d'entre vous, comme Michel Ohaillon, ont beaucoup participé, et nous aussi pour une moindre part. Et ces études partenaires ont été menées en 2 phases, 2010-2014. Donc partenaire, vous avez vu, ça veut dire partenaire de personnes sous traitement, la nouvelle évaluation du risque. Donc avec les points des centres d'investigation, il y en avait quelques-uns en France, 3 si je me souviens bien. Et la phase 1 donc, concernait à la fois les hétéros et les HSH, et la phase 2, 2014-2018, uniquement les HSH. Et qu'est-ce que Partner est venu concrétiser, si je puis dire, et c'est à partir de Partner, finalement, qu'on va voir diffuser de manière très claire le message I égale I ou U égale U. Qu'est-ce que dit Partner 1 ? Donc, je vous rappelle, et Partner 1, donc essentiellement en mélangeant hétéro et MSM, eh ben, elle dit plusieurs choses. C'est que quelle que soit la façon dont vous prenez la sexualité, que ce soit chez les hétéros vaginales avec ou sans éjaculation, réceptif, insertif, avec ou sans éjaculation, vous êtes avec une barre de 0, même s'il y a toujours la question de la borne supérieure de l'intervalle de conscience. Mais on est vraiment dans la transmission 0,
Et ce qui va être, à mon avis, le plus significatif, c'est que quand on va traduire ça en message, et la conférence de presse à AIDS 2018 de l'investigateur principal dit que finalement, dans le pire des scénarios, vous devrez avoir un rapport sexuel à attendre 419 années finalement pour avoir la possibilité d'une transmission. Et ce message est extrêmement bien entendu quand vous l'expliquez aux gens. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais c'est zéro, mais la borne supérieure, elle fait que c'est traduit en langage très clair. Il faut attendre 420 années pour avoir une transmission. » Et puis, plus encore, partenaire, sur cette diapositive qui est un petit peu difficile à lire, partenaire, comme vous voyez, là aussi, ils vont disséquer, notamment dans le 2, les rapports, et vous apercevez que vous êtes à zéro sur les rapports en présence d'une IST. C'est-à-dire que ça enterre définitivement, parce qu'effectivement, c'est des études extrêmement bien faites et ce n'est pas un avis, ça enterre le bémol qu'avait mis la vie suisse qu'il fallait en plus ne pas avoir d'IST. Parce qu'évidemment, c'était conceptuel. Une IST favorise la transmission dans le sens réceptif et favorise la transmission dans le sens, je dirais, actif, si on peut dire. Donc, dans tous les sens, on est à zéro transmission et c'est là, très clairement, que le clou est enfoncé. On m'a dit de faire court, donc je crois que... Ah oui, alors je suis désolé parce que j'empiète un peu sur les pattes-bandes de Bruno Lamotte, mais j'ai cette diapositive dans tous les cours que je fais autour du traitement comme outil de prévention, parce que, comme le dit j'allais dire ma maîtresse, mais c'est le féminin de mon maître, comme dit Franz Lehrt, très justement, quand quelque chose passe de la science et s'inscrit dans le droit, c'est une façon de plus de démontrer, et vous connaissez cette histoire, et il y en aura d'autres, je pense, dans la suite, que la Cour de cassation avait rejeté une plainte d'une femme, en l'occurrence, dont le mari avait caché sa séropositivité au registre que sa charge virale était constamment indétectable pendant 15 ans et que ça ne constituait pas une prise de risque. Et c'est extrêmement fort comme message, et j'en parle souvent aussi dans la discussion quand les patients ou leurs conjoints ou leurs conjointes me parlent de ça. Et je finirai par un dernier souvenir. Je finirai par deux choses. Est-ce qu'il y a des limites au TASP? Je ne pense pas que l'histoire des charges virales dissociées ne s'est pas traduit. Le fait qu'il y ait une charge virale positive dans le sperme et pas positive dans le sang, notamment avec le travail de Jade Ghosn, mais ça date déjà de 2014, n'a pas été traduit en transmission, très clairement. Je pense aussi que, et là, contrairement aussi à certains fantasmes, que les études d'allègement de type 4 jours sur 7 ne sont pas des portes ouvertes à une transmission qui apparaîtrait pendant la fenêtre. Donc c'est très clair là-dessus, et je crois que là aussi ça a été fermé. Le seul élément qui n'a pas été fermé, c'est que quand vous faites des arrêts de traitement ou des suspensions de traitement, l'effet TASP disparaît, et qu'on sait que dans les essais de fenêtres thérapeutiques, y compris à la NRS, il y a eu des contaminations chez les conjoints de gens qui étaient inclus dans des essais de fenêtres thérapeutiques, mais comme on ne fait plus de fenêtres thérapeutiques et qu'on n'arrête plus les traitements, les choses sont claires sur ce point-là. Et dernière diapositive, donc comme vous le savez, avec France Lehrt suscité, j'ai co-signé un rapport dont je suis toujours assez fier, qui s'appelait Mission RDR pour Madame Bachelot sur les nouveaux outils de prévention. Et on avait, donc on est en 2010, 2009, on avait très clairement inscrit que le rôle préventif des traitements antirétroviraux, dès 2009, on avait parlé aussi de la PrEP, et que ça se dégageait tout à fait basé sur les faits scientifiques. Et je me rappelle comment les polémiques, et notamment les contre-campagnes de ACT UP à l'époque, ont pourri, je le dis, ont pourri l'avancée du débat. J'ai retrouvé, il se trouve que j'avais toute une collection de diapositives, mais ça, c'était une campagne de fin 2009 de ACT UP qui luttait contre le TASP, puisqu'il expliquait qu'en gros, on ne comprenait rien et qu'il n'y avait que la capote qui protégeait du sida. Et je pense qu'effectivement, on a perdu quelques années précieuses dans un débat qui était trop idéologique et pas assez basé sur les faits scientifiques. Et j'espère vous avoir convaincu. Voilà, je vous remercie.